Il est 20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 48 heures après sa sortie fracassante, Maître Wade revient à de meilleurs sentiments et réitère sa volonté de cheminer encore avec Madické Niang. Une sortie qui a fait les choux gras de la presse et qui pousse à s'interroger sur l'avenir des pétitionnaires au sein du Parti démocratique sénégalais. Tentative de réponse au cours de cette édition. La mairie de Dakar, objet de toutes les convoitises au sein du Parti socialiste, une tentative de complot est déjà théorisée. Ousmane Tanor Dieng est accusé de vouloir mettre ses proches à la tête de la municipalité, ce que réfutent ses partisans, vous les entendrez dans ce journal. De meilleures conditions de travail, c'est ce que réclament les travailleurs de l'AFTU. Déjà 13 ans que l'entreprise existe et les difficultés liées à la gestion demeurent toujours. Les travailleurs ont décrété 48 heures de grève pour marquer leur ras-le-bol. L'hivernage tardif, un grain dans le couscous de la Tamkharit prévu le 19 septembre prochain. Le déficit pluviométrique a impacté la production de mil, un aléa qui risque de se faire ressentir au niveau des prix. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec cet accident qui s'est produit sur la route de Bunkiling au sud du pays à hauteur de Djakunda. Un camion en provenance de Ziguinchor et roulant à vive allure a sauvagement heurté 3 jeunes sur une moto Jakarta. Bilan, 1 mort, 2 blessés graves. Ces jeunes revenaient d'un match de football. Une information donc de notre correspondant à Sidiou, Bakary Conté. Actualité politique à présent et sa colère n'aura duré que 48 heures. Abdoulaye Wade range sa hache de guerre. Dans une deuxième lettre intitulée « Mon cher Madické », le secrétaire général national du PDS exprime sa volonté à cheminer encore avec son frère de parti, Aminata Mbaré Sow, nous résume le contenu de cette lettre. Dans cette lettre datée du 11 septembre 2018 et intitulée « Mon cher Madické », le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais explique les motifs de sa réaction spontanée à l'encontre de son ancien ministre des Affaires étrangères. J'ai pris connaissance de votre réaction à ma déclaration. Vous me connaissez pour ne pas savoir que je réagis spontanément sans détour. Je l'ai fait au stade de mes informations provenant de plusieurs sources. Toujours dans la lettre rendue publique à travers les réseaux sociaux et signée Abdoulaye Wade, l'ex-chef d'État sénégalais rappelle par ailleurs les liens forts qui existent entre lui et Madické Niang, la foi, la croyance en un seul guide, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul. Devant l'accent de sincérité de votre déclaration, votre évocation du Saint-Coran est de notre guide à tous les deux, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul. Je vous donne acte de votre déclaration qui me rassure. Toujours dans cette deuxième lettre, moins explicite et pas très détaillée comparée à la première, le secrétaire général du PDS tend la main à son homme de confiance et appelle à l'apaisement. Enterrons ce qui ne doit plus être dans nos relations qu'un regrettable incident qui se situe maintenant derrière nous. Pour rappel, cet incident regrettable dont fait allusion Maître Wade fait suite à la volonté de certains militants du Parti démocratique sénégalais de vouloir trouver un plan B à la candidature de Karim Wade, fils d'Abdoulaye Wade. Une demande de pétition qui a installé une brouille entre Abdoulaye Wade et Madické Niang, dernier ministre des Affaires étrangères sous le régime libéral. Voilà donc un autre épisode du feuilleton Wade-Madické. Cette fois-ci avec Maître Wade qui, vous venez de le voir, revient à de meilleurs sentiments. Toutefois, cette sortie du pape du Sopi garantit-elle le désistement des pétitionnaires qui, auparavant, il faut le dire, avaient déjà lavé Maître Madické Niang de tout soupçon? Eh bien, élément de réponse avec ce récit signé Hadi Atallah. Le Parti démocratique sénégalais, depuis quelque temps, étale sur la place publique les divergences entre les militants. Est-ce la meilleure trouvaille que de laver le linge sale en famille? Les dernières correspondances de Maître Abdoulaye Wade et Madické Niang, comme dans un jeu de ping-pong, précédées de la pétition signée par des responsables libéraux demandant le choix d'un candidat du parti à la place de Karim Wade, dont la candidature est incertaine à la présidentielle, en sont une parfaite illustration. Un jeu politique qui a engendré un malaise dans le Parti démocratique sénégalais. Maître Abdoulaye Wade revient à la charge pour caresser Maître Madické Niang dans le sens du poil afin de dissiper les nuages. Cette correspondance du pape du Sopi présentant ses excuses à son fidèle compagnon
Est-elle gage d'un renoncement des pétitionnaires qui avaient déclaré par la voix du conseiller départemental et membre du comité directeur Thierno Birahim Tchomban que Maître Madi Kenya n'était mêlé ni de près, encore moins de loin à leur pétition? Un revirement enfoncerait Maître Madi Kenya soupçonné par Wade, et l'entêtement des frondeurs face à la détermination de Maître Abdoulaye Wade de maintenir Karim candidat installerait inéluctablement le malaise dans le Parti démocratique sénégalais, où des langues commencent à se délier. Le feuilleton Maître Madi Kenya Abdoulaye Wade est loin de connaître son épilogue, malgré la lettre du pape du Sopi, rappelant ses liens séculaires avec Maître Madi Kenya outré, qui n'a pas encore donné suite à la lettre de l'expéditeur. Les initiateurs de la pétition également n'ont pas encore dit leur dernier mot. Vont-ils boire le calice jusqu'à la lie? Retour à présent sur des cas de corruption relatés dans la presse et concernant le parrainage. La pratique qui consiste à recueillir la signature d'un citoyen moyennant de l'argent est vivement dénoncée par des membres de la société civile. Ils se sont exprimés dans ce reportage signé Tidiane Cissé. Pour avoir la signature des Sénégalais, certains partis politiques n'hésitent pas à mettre la main à la poche. Ils donnent de l'argent pour se faire parrainer, une pratique que dénoncent certains membres de la société civile. C'est une pratique qui est aujourd'hui, disons, assimilée à de la corruption. Et elle est condamnable et je pense qu'aujourd'hui, des mesures doivent être prises à l'encontre de ces partis ou de ces organisations qui se livrent donc à de telles pratiques. Depuis que la loi sur le parrainage est adoptée à l'Assemblée nationale en avril dernier, l'opposition sénégalaise ne décolère pas. Et le manque de communication autour de la question fait que la pratique est devenue courante. Compte tenu des conditions dans lesquelles la loi a été adoptée et les conditions dans lesquelles également donc, les modalités ont été mises en œuvre. Il n'y a pas eu de consensus sur cette loi. Parce que quand vous demandez à une personne sa signature, la première réaction, c'est que bon, c'est pour faire quoi? S'il ne comprend pas, si cette personne ne comprend pas les enjeux liés donc au parrainage, si cette personne-là ne comprend même pas ce qu'est le parrainage. Dès l'instant que vous sollicitez sa signature, sa première réaction, c'est de vous demander donc de l'argent. Puis c'est une responsabilité donc partagée. Maintenant, les organes de contrôle ne peuvent rien faire. Alors, que faire pour éviter que l'achat de conscience des Sénégalais ne prenne de l'ampleur? Il faut que les partis aillent travailler, aillent chercher des militants, etc. Et non, vraiment, donc considérer la politique bon, comme un jeu, simplement comme une entreprise politique où tout est permis. De la même manière, il appartient bon, à tout le monde, hein, à l'ensemble des citoyens, aux organisations de la société civile, surtout qui vraiment sur ces questions-là donc sont interpellées, de développer peut-être des programmes, des activités donc de sensibilisation pour en fait montrer aux citoyens que cela est une mauvaise pratique. Même si le phénomène n'est pas nouveau dans le jeu électoral sénégalais, la société civile sénégalaise appelle l'État à agir pour éviter qu'il ne devienne la règle. Le poste de maire de Dakar, objet de toutes les convoitises après la révocation de Khalifa Sall, le conseil municipal devrait se réunir en principe le mois prochain pour élire un nouveau maire. Mais déjà, des souteneurs de Khalifa Sall crient au complot et accusent Ousmane Tanor Dieng de vouloir faire nommer un des siens à la tête de l'institution, ce que bien évidemment réfute ses partisans. Mambiram Diouf, Pape Sangone Mbaye pour les détails. Le fauteuil de la mairie de Dakar aiguise des appétits. Les manœuvres vont bon train au sein de Benno Bokk Yakaar pour que le poste revienne au camp présidentiel. Et c'est logiquement à un socialiste de l'occuper, selon le vice-président de la commission éducation de la ville de Dakar. Certains pensent au maire de Dakar Plateau, peut-être même au maire de Grand Dakar. Rappelez-nous bien que pour l'APR, lors de ces dernières élections locales, ce n'est que la mairie de Yoff qui a échappé donc à cette vague socialiste. L'AFP, oui, avec Santi Agne et peut-être même le maire de Anne. Jusqu'à maintenant, nous, notre maire, il s'appelle Khalifa Ababakar Sall parce que pour nous, la révocation est illégale. Palassam, qui fait partie des exclus du PS, accuse le leader du Parti socialiste de manœuvrer, bafouant les règles du jeu démocratique. Il n'aura jamais gain de cause, je vous dis. Nous sommes au courant des tractations, des propositions de corruption. Nous sommes au courant de tout.
Mais c'est peine perdue. C'est faire un mauvais procès à notre secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Il est dans son droit, c'est le secrétaire général du parti et tout ce qui touche au parti devrait forcément l'intéresser. Trop d'injustices que l'on fait subir à Khalifa Sall, renchérit le maire de Fann.e Amitié. En 2014, Khalifa Sall n'a pas eu le récépissé du Parti Socialiste. Ils n'ont pas remis à Khalifa Sall le récépissé du Parti Socialiste. Aujourd'hui, Tanor peut parler de la succession de Khalifa Sall par un socialiste. Mais ce n'est pas son problème. Laissons-le tranquille, c'est aux conseillers municipaux de la ville de Dakar de se déterminer. La ville de Dakar au centre des attentions, les populations jugeront. Et puis après quelques jours de vacances, le gouvernement du Sénégal reprend du service. Le Premier ministre et son équipe devront s'attaquer à plusieurs dossiers qui les attendent sur la table. Les Sénégalais rencontrés ont plusieurs préoccupations pour cette nouvelle rentrée gouvernementale. Ils sont également exprimés sur la période post-électorale. Un reportage signé Alun Gaye. Après quelques semaines de repos, le gouvernement du Sénégal retrouve les dossiers chauds, entre autres préoccupations qui intéressent ses citoyens. Le climat social avec les enseignants est là, tendu, les gens menacent d'aller en grève à tout moment. Également, les familles sont là, on parle de pauvreté au Sénégal. Il y a le débat politique, les gens parlent à chaque fois de politique. Et moi, j'aurais vraiment aimé que les gens aient un esprit de dépassement pour quand même ne plus parler, bon, pas ne plus parler de politique, c'est trop dire, mais limiter quand même le débat politique. Comme on a l'habitude de le dire, le problème de santé, éducation et la vie quotidienne des Sénégalais. Tout le monde souffre. Respecter ces engagements, surtout. Les priorités, les enfants n'ont pas de travail. Il n'y a rien dans ce pays maintenant. La période post-électorale, des moments qui mobilisent l'attention de certains Sénégalais. Tendu, très tendu seul. Pour les élections à venir, les gens sont fatigués. Il faut que les gens se ressaisissent. Le Sénégal, c'est pour tout le monde. Donc il faut que les nerfs ne soient pas tendus. Après ces moments de vacances, place au bureau et parfois des visites de terrain. Le Premier ministre et son équipe devront s'attaquer aux dossiers brûlants qui les attendent sur la table. Allez, on s'intéresse à présent à ce mouvement d'humeur au sein de l'AFTU. 48 heures de grève observées par les travailleurs de l'Association pour le financement des transports urbains. Ils fustigent de difficiles conditions de travail et pour manifester leur ras-le-bol, ils font grève pendant 2 jours, mais le mouvement pourrait se poursuivre si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Fatoumata Touré. Des bus à l'arrêt, des travailleurs très en colère, une manifestation spontanée pour dénoncer 13 ans de galère. Les travailleurs de l'Association pour le financement des transports urbains AFTU crient le ras-le-bol. Ils exigent une meilleure condition de travail. Pendant 13 ans, nous travaillons sans embauche, sans contrat. 13 ans que nous travaillons sans inscription dans les institutions sociales. 13 ans que nous travaillons sans avoir de congé. 13 ans donc que nous travaillons à des heures démentielles de 4 h du matin à 23 h le soir. C'est inadmissible dans un état de droit. Ils menacent de paralyser le système si toutefois leurs exigences ne sont pas prises en compte. Nous sommes en train de dérouler un plan d'action. Effectivement, nous n'allons pas dévoiler toutes nos armes sur la voie publique. Pourquoi? Parce que, bon, on dit toujours en Wolof, donc nous sommes en train de dégager une stratégie pour entrer dans nos droits. Ce sont des droits les plus absolus. Et nous tenons coûte que coûte à les récupérer jusqu'au dernier centime. Et nous sommes prêts pour ça. Par ricochet, ces travailleurs demandent aux autorités de trouver des solutions idoines à leurs revendications. Que nous lançons un message aux autorités, au premier chef, le président de la République, de venir se pencher sur le problème des travailleurs de l'AFTU. Les travailleurs de l'AFTU sont fatigués. Des travailleurs très remontés, ils prévoient de continuer le combat jusqu'à obtenir un gain de cause. Allez, nous sortons de Dakar, destination la région de Saint-Louis. Dans la région nord, de nombreux villages sont confrontés au manque criard d'eau. Les femmes sont obligées de recourir aux puits pour s'approvisionner. Dans Abidjan, par exemple, dans la commune de Fass, un village de 700 âmes, et dans le Gondjolé, les populations ont sonné l'alerte pour inviter les autorités à respecter leurs promesses. Ousseynou Diop, Habib Sek.
Dans le département de Saint-Louis, beaucoup de villages sont confrontés à un manque d'eau. C'est le cas à Bidjam, village de 700 âmes, situé dans la commune de Fassngom, où les femmes utilisent toujours l'unique puits pour s'approvisionner en eau, et parfois dans des conditions très difficiles. Vu l'état de notre puits, il n'y a qu'un seul puits dans le village, alors qu'ici le village compte pratiquement plus de 700 habitants. Vous voyez les filles, on a des problèmes d'eau, on a un problème d'eau, l'eau n'est pas potable et généralement les femmes même se battent pour avoir de l'eau. Ils se lèvent à 5 h du matin et ils viennent ici pour avoir de l'eau. Dans la zone du Gandiolé également, les populations sont confrontées à ces mêmes problèmes. On est pour le développement. J'ai toujours été pour le développement. Je me bats pour le développement. C'est encore plus inconcevable qu'aujourd'hui, des femmes et des hommes dorment pendant des jours et des jours, je dirais des mois, sans avoir une goutte d'eau dans leur maison. Lors d'un rassemblement à Mumbai-Gandiol, les habitants de Degouniaï et Mbaou ont dénoncé le non-respect des engagements des autorités locales. C'est incroyable. Dans un monde où on parle de globalisation, de mondialisation, de numérique partout, nous on ne parvient même pas pour surfer sur WhatsApp, c'est un problème. Donc je pense qu'aujourd'hui l'État, il lui incombe vraiment de trouver des solutions par rapport à ces choses. Nous allons remobiliser toutes nos forces pour dire non à cette injustice. Les doléances de la quasi-totalité des villages du département de Saint-Louis sont identiques. Elles ont pour nom le manque d'eau, l'enclavement et le manque d'infrastructures sanitaires. Et parlons environnement à présent avec le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel qui vient de tenir sa 33e journée de sensibilisation sur les produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire des produits tirés des forêts sénégalaises, directement tirés donc des forêts sénégalaises. Le SILS souligne l'importance de ces produits. Il invite également la population à la valorisation de l'environnement. Cher Diop. Une mine foire des richesses issues de nos tiroirs, du consommé local, du fait maison avec à la base de simples produits tirés des forêts sénégalaises. Leur nom, les produits forestiers non ligneux. Leur particularité, très accessible et important à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, surtout dans le monde rural. Tout le monde n'est pas en mesure d'aller à la pharmacie et d'acheter des médicaments. Tout le monde n'est pas en mesure d'aller au supermarché Casino et de faire cette provision. Il est reconnu et avéré que la majorité des populations de nos pays sahéliens vivent en milieu rural. Donc ont accès à ces ressources forestières non ligneuses, mais peuvent ne pas avoir accès à d'autres produits qui sont à leur disposition, mais ils n'ont pas les moyens de les acheter. Une richesse alimentaire et nutritionnelle qui participe au développement du monde rural, des femmes très actives avec un besoin important de soutien. Les revenus obtenus sur la base de la commercialisation de ces produits forestiers non ligneux peuvent venir en appoint aux charges financières de la famille. Ces braves dames qui œuvrent dans le sens de faire la promotion de ces produits forestiers non ligneux, c'est de les réorganiser, de bien les aider à trouver un marché et de pouvoir leur permettre de faire croître leur chiffre d'affaires. Soutenir, sensibiliser et protéger les forêts pour une économie durable. La forêt, ce n'est pas seulement l'arbre. Il y a les arbres qui produisent des fruits, mais il y a aussi les animaux qui vivent sous les arbres. Il y a aussi des herbes utiles à la pharmacopée, aux animaux. L'aspect valorisation de ces ressources, ça c'est un aspect, mais aussi il faut assurer aussi la communication de masse. Une 33e journée de sensibilisation sur l'importance des produits forestiers non ligneux. Une journée aussi de reboisement du parc forestier de Anne. Et nous parlons toujours d'environnement, cette fois-ci avec le TIFA. Face à sa prolifération sur le fleuve Sénégal, les acteurs se mobilisent. À défaut de son éradication totale, eh bien, des solutions alternatives sont préconisées. En partenariat avec l'OMVS, le ministère de l'Environnement veut transformer cette plante en charbon pour la cuisine, mais aussi l'intégrer dans les matériaux de construction. Dissa Prera pour les détails. Le TIFA se prolifère de façon fulgurante dans le fleuve Sénégal. Si on n'y prend pas garde, cette situation pourrait entraîner des problèmes d'approvisionnement en eau au nord du Sénégal et en Mauritanie. Une crainte du secrétaire général du ministère de l'Environnement. C'est de permettre aux populations de s'alimenter en eau. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Dakar est alimenté en partie par le lac de Guiers qui tire sa source du fleuve Sénégal.
Pour la Mauritanie, le représentant du ministère de l'Urbanisme nous a dit qu'à Nouakchott, 100% de l'eau qui est consommée provient du fleuve. Si maintenant le fleuve est envahi par cette plante, demain nous aurons même des conséquences d'alimentation en eau. Face au développement de cette plante qui étouffe le fleuve Sénégal, la science suggère sa transformation en combustible, mais aussi en matériaux de construction. Aujourd'hui, avec la plante Tifa, on peut réaliser du charbon qui peut se substituer au charbon de bois qui détruit nos forêts. La deuxième fonction qui a été trouvée, c'est la fonction de matériaux de construction. Aujourd'hui, nous construisons à travers pratiquement 4 ou 3 mêmes matériaux. On a le ciment, le fer, le béton, en plus de l'eau naturellement. Mais le Tifa maintenant peut venir compléter ce trio ou ce quater pour permettre aux populations de s'adapter. 1,5 million d'euros, c'est le montant qui sera injecté dans ce projet qui, à terme, contribue à la transformation énergique, mais aussi lutte contre le changement climatique au Sénégal et en Mauritanie. Allez, parlons conso à présent. Je vous l'annonçais en titre, l'hivernage tardif, un grain dans le couscous de la Tamkharit prévu le 19 septembre prochain. Le déficit pluviométrique a impacté la production de mil, un aléa qui risque de se faire ressentir au niveau des prix. Cheikh Hassan Affal et Amadouba se sont rendus à Castor faire le marché pour nous. Reportage. Le déficit pluviométrique de cette année-ci est la principale cause de la baisse des récoltes du mil. Du coup, le prix de cette denrée très prisée en ces périodes de Tamkharit flambe. Nous avons du mil, mais pas en stock suffisant pour le moment. Le kilogramme est vendu à 350 francs et le prix va augmenter d'ici la fête. Cela est dû surtout à la mauvaise pluviométrie. Tout dépend des grossistes. S'ils augmentent le prix du mil, nous sommes obligés de suivre. Pour le moment, nous vendons le mil de l'hivernage passé. Une hausse qui a des conséquences négatives sur la vente du couscous. Il sera difficile pour nous de commercialiser correctement notre couscous, surtout avec ces prix à la hausse perpétuelle, et il sera dur de ne pas augmenter les prix également. Malgré ces difficultés notées, cette dame compte bien perpétuer la tradition du tchéré de Tamkharit. Je n'ai pas encore acheté de mil, mais tout est cher ici. Je suis obligé de faire avec parce que c'est dans notre tradition de préparer le couscous, quelles que soient les difficultés. La page des sports que nous ouvrons tout de suite avec les droits de retransmission du championnat Sénégal cédés à la société chinoise Star Times. La Ligue Pro et la structure ont trouvé un accord et l'officialisation sera effective d'ici quelques jours. Les partenaires chinois ont mis sur la table plus de 6 milliards de francs CFA. Récit signé Mamadou Fall. Le championnat sénégalais sur la sellette, la Ligue Pro a trouvé un accord avec la société chinoise StarTime pour les retransmissions des matchs du championnat professionnel. La somme avancée est estimée à 11 millions de dollars, soit 6 milliards 600 millions de nos francs. Une manne financière qui devrait être répartie sur 10 longues années en raison de 500 millions par an. A signaler que c'est la RTS qui doit être le diffuseur informé record. En effet, la saison 2018-2019 est le point de départ de la cessation des droits de retransmission des matchs du championnat professionnel. D'ailleurs, le président de la Ligue Pro annonce une officialisation du contrat dans les jours à venir. Bien vrai que pour le moment, rien n'est encore officiel pour une communication. D'autres sources très proches du dossier ont également révélé que les partenaires chinois sont à Dakar et la cessation des droits de retransmission sera effective d'ici la semaine prochaine. Et en basket à présent, match préparatif du tournoi de qualification pour le mondial de basket. Les Lions enregistrent 3 succès en autant de sorties. Gorgui Sy Dieng et ses coéquipiers ont remporté leur dernier match face à la Centrafrique avec 9 points de différence. Un résultat pourtant jugé faible par le coach des Lions. Reportage Cher Salibou Fall. Carton plein pour l'équipe nationale de basket.
Les coéquipiers de Gorgui Sy Dieng ont battu le Centrafrique avec 9 points d'écart. Une différence de points qui s'explique par le manque de concentration des joueurs, selon le coach Adidas. Sur le plan défensif, il y a eu beaucoup d'oubli ce soir. En attaque aussi, il y a eu beaucoup de manque de collectif, beaucoup de jeux individuels. Après, on laisse l'adversaire revenir et on repart. Il faut qu'on arrive à être rigoureux quand on mène le jeu, à continuer à être collectif, à ne pas donner des paniers faciles. Parce qu'on a eu même des paniers faciles sur des oublis défensifs, même sur la touche. Hein? Donc je pense que c'est... Il faut que les mecs apprennent que... Bon, se sachent que bon... Normalement, jouer 2 fois de suite contre une équipe qui a pris 20 points, c'est normal qu'ils réagissent. Malgré cela, les joueurs se disent prêts à aborder les qualifications de la Coupe du Monde de basket. On est plein de confiance pour partir à la gosse et essayer de gagner les 3 victoires. Maintenant, après, ça va être compliqué. Contre le Rwanda, le Mali, le Nigeria, ça va être des matchs très compliqués. On sait qu'il y a le Mali, il y a le Rwanda d'abord. On va jouer contre ces équipes-là d'abord. Le Nigeria, ce sera un dernier recours. Donc, il faudra mieux se concentrer sur le Rwanda. Et le Mali, essayer de négocier ces matchs-là, de les gagner. Quand le temps de jouer le Nigeria arrivera, maintenant, on s'adaptera par rapport à ce match-là. On est confiant. C'est des matchs qui sont prenables. Il faut juste qu'on continue à réviser nos systèmes. Avec l'arrivée de Maurice hier, donc on va continuer à réviser les systèmes. Et une fois là-bas, on aura aussi la chance de s'entraîner le jeudi. Et on va prendre match par match, on va jouer tous les matchs comme la même façon. Toutes les équipes sont des équipes fortes, c'est pour ça qu'ils sont ici. Les Lions vont se rendre ce mercredi à Lagos. Ils auront comme adversaires le Rwanda, le Mali et le Nigeria. L'organisation du sport militaire en Afrique, OSMA, présentement dans la capitale, à Dakar, pour les besoins de la 6e réunion de son comité directeur. Comment arriver à organiser ces compétitions régulièrement? Eh bien, c'est la grande interrogation qui taraude les participants qui espèrent bien trouver une solution, cher Sadibou Diarra. Pérenniser ces compétitions, l'ambition de l'organisation du sport militaire en Afrique, OSMA, le leitmotiv à l'ouverture à Dakar de la 6e réunion du comité directeur de la branche africaine du Conseil international du sport militaire qui prône l'amitié par le sport. L'OSMA a pour objectif fondamental de promouvoir les activités sportives et l'éducation physique entre les forces armées des pays membres en vue de parrainer la culture de paix propice au développement économique et à l'intégration africaine recherchée par nos gouvernants. Les compétitions sous la bannière de l'OSMA sont assez rares, une situation qui résulte des difficultés financières. Nous, on n'a pas de sponsor et on n'est pas encore arrivé à mobiliser effectivement les sponsors autour du sport militaire. Donc c'est nos gouvernants, c'est-à-dire que si les Jeux doivent être organisés par exemple par le Sénégal, c'est le gouvernement du Sénégal qui va supporter toute la dépense. Et c'est là la vraie difficulté. Sinon, vous savez que les sportifs militaires sont un peu l'ossature du sport au niveau de nos États. Le chef d'état-major général des armées du Sénégal s'est réjoui de la tenue de la réunion de l'OSMA à Dakar. Il appelle l'organisation à faire preuve de créativité pour mener ses activités. Je vous exhorte donc à prendre en compte toutes les dimensions du sport moderne, qui constitue un puissant outil d'intégration, mais également une excellente opportunité pour s'orienter vers la recherche de financements innovants. La 6e réunion du comité directeur de l'OSMA, qui fête ses 24 ans, sera clôturée ce jeudi à l'amphithéâtre de la direction de l'intendance des armées. L'espoir pour les participants de trouver des ressources nécessaires à l'organisation de leur compétition. Puis un peu de culture avant de refermer cette édition pour parler du poète sénégalais Amadou Lamine Sall, lauréat du prix international de poésie du Festival des Trois-Rivières du Québec. Un honneur donc du Québec à l'endroit de l'homme de lettres sénégalais. Un prix reçu quelques semaines seulement après sa distinction au Maroc. Nos reporters ont rencontré ce monument de la poésie. Ibou Diouf. Cette distinction est le prix international de poésie Tchikaya ou Tamsu, reçu au Maroc il y a quelques semaines de cela. Quelques jours après, une autre reconnaissance littéraire attend ce poète au Festival international de Trois-Rivières au Québec. Je viens d'être honoré par le prix international de poésie au Québec, mais de la ville de Trois-Rivières. C'est en cette occasion que je vais me rendre dans quelques semaines au Québec, au Canada. Un autre prix pour Amadou Lamine Sall
Après l'Académie française, l'Italie avec la ville de Trieste, la Roumanie, le Maroc, c'est le Québec qui consacre le poète sénégalais. Ce prix a été créé en 2018 et c'est la première édition. C'est donc un grand honneur pour moi. Et je voudrais dire que le Québec est le plus grand pays, mais qui compte au mètre carré le nombre de poètes. Pour dire que la poésie est très importante au Québec. Comment assurer la relève et promouvoir d'autres talents? Le poète donne sa recette miracle. Je n'aime pas trop demander à l'État, parce que l'État a beaucoup à faire. Mais il ne serait pas mal que nous ayons un fonds d'aide à la traduction. C'est-à-dire que tous nos poètes, nos romanciers, nos dramaturges qui écrivent dans les langues nationales puissent être traduits en langue française, en langue anglaise, en langue chinoise, en langue espagnole. En marche de son séjour, le poète Amadou Lamine Sall est l'invité de la Grande Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 80 poètes provenant de 25 pays sont attendus au Festival international de Trois-Rivières au Québec pour magnifier la poésie. Et félicitations donc au poète, à l'écrivain, au grand homme de culture. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.